La présentation est prête, donc à vous la parole, professeur Merci, Abikas. merci, Madame la Présidente. Merci, professeur Haïda, de l'invitation. Merci, mes confrères, mes maîtres, mes amis. Je vous parle aujourd'hui d'une pathologie certes assez rare, mais elle est potentiellement grave. Il peut engendrer des complications qu'on va voir tout à l'heure. On va parler de mucopolysaccharidose d'une manière générale. Et en particulier, on va insister sur un type particulier, c'est la mucopolysaccharidose de type 1. C'est quoi une mucopolysaccharidose? C'est une maladie lysosomale. C'est une maladie où l'atteinte va intéresser des enzymes qu'on trouve au niveau de lysosome. C'est quoi ce lysosome? Le lysosome, c'est un organisme intracellulaire qu'on va trouver dans toutes les cellules, sauf dans les globules rouges. Et c'est là où va se faire le recyclage de la cellule. C'est là où c'est le déchet de la cellule, c'est la poubelle de la cellule. Donc, c'est là où on va dégrader les macromolécules de la cellule. Et vous voyez, si j'ai une cellule qui est normale, lysosome qui travaille normalement, ou l'équipement enzymatique qui est normal, donc je vais avoir une dégradation des macromolécules lorsque j'ai une fonction qui est strictement normale, je vais avoir la dégradation de macromolécules et tout va entrer dans l'ordre, il n'y a pas de problème particulier. Mais si j'ai une mutation et j'ai un gène qui est muté, qui va donner une enzyme qui est défectueuse, donc là, je ne vais pas avoir la dégradation de ces macromolécules et je vais avoir une accumulation de ces macromolécules qui va donner les symptômes lorsqu'ils vont fixer dans les différents tissus de l'organisme. Donc le rôle du lysosome, c'est le rôle de recyclage. Chaque fois qu'il ne se recycle pas, donc je vais avoir une accumulation et une symptomatologie qui va être diffuse, systémique et très hétérogène. C'est quoi les mucopolysaccharidoses? Les mucopolysaccharidoses, donc j'ai dit qu'ils sont caractérisés par un défaut de dégradation de mucopolysaccharides qu'on appelle actuellement glycosaminoglycane, et on a appelé cette maladie mucopolysaccharidose parce qu'il y a un manque de dégradation de mucopolysaccharides. Elles sont attribuées au déficit enzymatique affectant les différentes hydrolases, les enzymes acides au niveau de lysosome, qui vont intervenir au niveau de l'une des étapes du catabolisme de ces macromolécules. Et il y a, donc on parle de mucopolysaccharidose type 1, la mucopolysaccharidose type 2 aux maladies de Hunter, la mucopolysaccharidose type 3 aux maladies de Saint-Philippot, la mucopolysaccharidose type 4 au syndrome de Morquio, la mucopolysaccharidose type 6 aux maladies de syndrome de Maroteau-Lamy, la mucopolysaccharidose type 7 aux maladies de syndrome de Sly, et la mucopolysaccharidose, la dernière qui a été trouvée, c'est le syndrome de Natovix. Vous voyez qu'on n'a pas la mucopolysaccharidose type 5 et de type 8. Tout simplement, le type 5, lorsqu'elle a été trouvée, en réalité, c'était une forme de la mucopolysaccharidose type 1. C'était une maladie de Shire. Et la mucopolysaccharidose type 8, lorsqu'elle a été décrite, il y avait une erreur de laboratoire, et comme ça, elle a été bannie de la classification. Ce sont des maladies qui sont tous autosomiques récessives, sauf le type 2 où il est lié à l'X où seulement les garçons sont atteints. Et vous voyez que si j'ai un taux de consanguinité très important, je vais avoir multiplication de chances d'avoir ce type de maladie récessive. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des mauvaises dégradations de ces GAG. Qu'est-ce que c'est ces GAG? Ces GAG sont mucopolysaccharidoses, ce sont des produits de dégradation des protéoglycanes. Et ces protéoglycanes, on va les trouver dans la matrice extracellulaire de toutes les cellules. C'est-à-dire que la symptomatologie va être multisystémique puisqu'on va les trouver partout. Ils sont au nombre de 5, le dermatane sulfate, l'hyparane sulfate, le kératane sulfate, les chondroïtines 4 et 6, et actuellement avec la mucopolysaccharidose type 9, on a une accumulation de l'acide hyaluronique. Donc la dégradation de ces GAG a lieu dans les lysosomes, où plusieurs enzymes vont intervenir successivement pour les dégrader, et chaque type de MPS il est associé à un déficit d'une enzyme. Et on distingue 7 maladies, donc 7 types que j'ai dit tout à l'heure, et 7 types, ils vont dans la symptomatologie clinique et l'évolution va être différente d'une mucopolysaccharidose à une autre, et parfois, même dans le sein d'un même groupe, je vais avoir des sous-groupes. Donc, les mutations d'un gène
va donner une déficience ou un fonctionnement anormal d'une enzyme qui va entraîner une anomalie de la dégradation de ces gags. Donc, je vais avoir un dépôt de ces gags dans différents tissus. Et dans la mucopolysaccharidose, on a la chance d'avoir ces gags au niveau des urines. Ici, j'ai mis les différentes mucopolysaccharidoses et les enzymes qui sont déficitaires. Et dans le type 1, donc, c'est l'enzyme l'alpha-L-hydroronidase qui est déficiente. Ici, donc, j'ai mis les gags qui sont partiellement dégradés. Ils vont s'accumuler soit seuls. Je vais avoir une MPS où il y a un seul gag qui est accumulé, par exemple, dans la maladie de Saint-Philippe, où il y a seulement les parasulfates. On peut avoir aussi d'autres où il y a 2 gags, voire même 3 gags qui sont accumulés dans la même maladie. Et on sait maintenant que si j'ai un type particulier de gag qui est accumulé, je vais avoir une symptomatologie prédominante. Par exemple, si j'ai une accumulation de l'héparinsulfate, c'est sûr que je vais avoir une atteinte du système nerveux central. Et d'ailleurs, un facteur clé qui différencie les différents phénotypes, c'est l'existence ou non d'une prédominance de cette atteinte cérébrale ou l'atteinte somatique. Et on va voir que l'atteinte du système nerveux central, elle est prédominante, elle est quasi seule dans la mucopolysaccharidose type 3 ou la maladie de Saint-Philippe. Je vais avoir une atteinte et somatique et atteinte du système nerveux central dans la MPS type 1, type 2 et type 7. Et je vais avoir une atteinte purement somatique où il n'y a pas d'atteinte neurologique dans la mucopolysaccharidose type 4 ou maladie de Morquio, la mucopolysaccharidose type 6 ou marotolamie et dans la mucopolysaccharidose type 9. Donc les manifestations cliniques qu'on va développer tout à l'heure sont globalement liées au type de gag accumulé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accumulation des héparinsulfates, il va être responsable des manifestations neurologiques et on va les voir dans les types 1, 2, 3 et 7. Si j'ai une accumulation de dermatansulfate, là, il va y avoir une atteinte cardiologique prédominante avec les cardiopathies et les valvulopathies. Et si j'ai une accumulation du keratinsulfate, là, j'ai une atteinte cornéenne, une opacité cornéenne et des anomalies osseuses, mais sans atteinte neurologique. Revenons maintenant, on va parler de le prototype de ces mucopolysaccharidoses, la mucopolysaccharidose type 1, donc il fait partie des mucopolysaccharidoses qui est une maladie de surcharge lysosomale. On va voir tout à l'heure qu'il y a 3 types, la maladie de Hurler, la maladie de Hurler-Scheie et la maladie de Scheie. Ce sont des maladies qui sont dues à un déficit enzymatique qu'on sait, c'est le déficit en alpha-L-hydroronidase, et c'est une enzyme qui catalyse 2 types de ces glycosables qu'on a vu tout à l'heure, l'héparinsulfate et le dermatansulfate. C'est une maladie autosomique récessive. L'incidence globale elle est entre 0,69 et 1,66 pour 100 000 naissances. Et le gène, il est connu, le gène muté se trouve au niveau du bras court du chromosome 4. Et les manifestations cliniques, on va voir, elles vont être progressives, multisystémiques, hétérogènes, puisque le lysosome, il est partout. Donc la symptomatologie clinique, elle est partout. Donc c'est une manifestation qui est multisystémique, qui va inclure tous les systèmes qu'on va découvrir un après l'autre. Et selon la classification qu'on dit toujours qu'il y a 3 types, le Hurler-Scheie et la maladie de Scheie. Et je suis tout à fait d'accord avec le professeur Feuillet qui dit qu'il faut parler c'est une même maladie, c'est un continuum clinique où il y a une forme sévère et une forme moins sévère ou atténuée. Donc il faut dire probablement, c'est une forme qui est sévère et il y a une atteinte cognitive, cognitive associée ou sans atteinte psychocognitive. Donc la forme grave est la forme de Hurler où la symptomatologie va commencer dans les premiers mois de vie parce qu'il y a un déficit presque nul de l'activité enzymatique de l'alpha-L-hydroronidase. Le diagnostic, généralement, si on a l'œil averti, va se faire la première année. Il y a une régression cognitive importante puisqu'il y a l'accumulation de l'héparinsulfate. Et généralement, c'est une maladie dont l'espérance de vie sans traitement, c'est au cours de 10 ans. La forme Scheie, qui est la forme moins sévère,
Donc, c'est une forme qu'on diagnostique chez l'adulte, le grand enfant, l'adolescent et l'adulte. Il n'y a pas de régression cognitive et il y a une progression qui est lente. Et entre les deux, il y a la forme Hurler-Schei. Donc maintenant, comment on va faire le diagnostic de ce type particulier de mucopolysaccharidose type 1? Première des choses, est-ce qu'il y a des signes d'alerte initiaux qui nous laissent penser à ce type de maladie? Première des choses, lorsqu'on a une naissance, peut-être les parents consanguins, si on a un cas familial, il faut toujours porter attention à certains signes cliniques. Par exemple, l'attachement gauloïde. L'attachement gauloïde, c'est quelque chose de banal. On peut l'avoir, peut-être pas de normal, peut-être dans d'autres choses, mais si il est associé à d'autres signes qu'on va voir tout à l'heure, il prête confusion, donc on peut penser à ce type de maladie. J'ai dit tout à l'heure que la maladie elle est due à l'accumulation de ces gags au niveau de différents tissus. Et les premiers tissus qui vont être atteints, c'est l'atteinte des voies aériennes supérieures, l'atteinte des amygdales, des végétations adénoïdes. Donc je vais avoir des infections des voies aériennes supérieures, des rhinites, des pharyngites, des amygdalites, donc des angines. On peut avoir aussi une atteinte respiratoire avec des pneumopathies à répétition. Et aussi, c'est banal aussi, les infections respiratoires chez le nourrisson sont courantes. Mais aussi, on va voir que cet enfant, peut-être, il va présenter une hernie inguinale ou ombilicale. Aussi, il est banal. Mais lorsqu'il est associé à d'autres choses, on doit craindre que peut-être c'est une maladie qui apparaît, ou c'est les premiers signes d'une maladie lysosomale. On va être aussi, l'attention va être attirée par une distension abdominale. Probablement, il y a une organomégalie, il y a une hépatomégalie ou splénomégalie. Aussi, il y a un signe clinique qu'on peut trouver au cours de la première année qui est spécifique de la mucopolysaccharidose, c'est la kyphoscoliose thoracolombaire. C'est une gibbosité, si on la trouve chez un nourrisson, il faut penser à ce type de maladie. Aussi, on va voir une limitation articulaire progressive qu'on va détailler tout à l'heure. On va avoir aussi une anomalie de croissance. Lorsqu'on va voir le carnet de santé de l'enfant, et toujours s'il est bien rempli, on va se rendre compte que l'enfant est là une croissance qui est normale, voire même accélérée les 2 premières années, puis après il va y avoir une cassure de la croissance auquel il faut penser. Et aussi, si on regarde le carnet de santé, si on voit le périmètre crânien, on voit aussi qu'il y a une macrocéphalie progressive qui s'installe. Donc ces éléments doivent nous inciter à penser que probablement notre malade présente une mucopolysaccharidose. Et aussi, il y a cette modification progressive de la morphologie faciale qu'on va voir, qu'on va décrire tout à l'heure. Donc, dans les formes sévères, la morphologie elle est typique, mais sinon, peut-être fruste. Donc, si on arrive à voir ces enfants, donc, toutes les photos sont de nos malades, donc les photos, l'iconographie sont les malades du service. Donc, on va être confronté devant un enfant qui a un faciès grossier. Il est infiltré. On va trouver qu'il y a une macrocéphalie, avec saillie des fosses frontales, une scaphocéphalie ou dolichocéphalie, une macroglossie. Les cheveux sont épais et durs. On va avoir une encelure nasale qui est marquée avec des narines qui sont larges, antéversées, les lèvres sont épaisses. Le cou est court chez ces enfants-là. Les membres sont trapus avec des extrémités qui sont très courtes. On peut avoir aussi une hypertrophie gingivale, des dents petites et espacées. On peut avoir aussi un retard de croissance. Donc, ce sont des éléments dysmorphiques lorsque, chez quelqu'un qui est averti, donc le diagnostic ne pose pas de difficulté. Mais toujours, il faut mettre tous ces éléments-là, les uns avec les autres, pour penser à cette maladie lysosomale. Vous voyez un enfant de 7 ans qui a cette dolichocéphalie avec un faciès qui est infiltré, une hernie ombilicale, cette limitation articulaire. Donc, le diagnostic du mucopolysaccharidose doit être, on doit penser à cette maladie et confirmer le diagnostic par le bilan qu'on va voir tout à l'heure. Aussi, ce garçon et cette fille, donc, où le syndrome dysmorphique il est évident avec un enfant visage infiltré, bosse frontale, dolichocéphalie, lèvres épaisses. Donc, il y a tous les éléments qui nous laissent penser à une maladie de surcharge lysosomale, en particulier une mucopolysaccharidose. Voilà, c'est un garçon et c'est une fille et son frère qui ont tous les deux
la mucopolysaccharidose type 1. Et vous voyez ici chez la fille, les signes sont plus franches que chez le frère. D'autres images, donc d'autres photos, on peut voir chez la dysmorphie, elle est reconnaissable chez les deux de gauche, alors qu'ici, elle n'est pas très évidente, parce que le phénotype des malades n'est pas le même. Dans les formes sévères, urlaires, la dysmorphie elle est très évidente, alors que dans les autres, ça peut être diminué. C'est une fille qui est née en 2009, qui a actuellement de 11 ans, et chez qui on a fait le diagnostic à l'âge de 6 mois. Et malheureusement, le traitement a été commencé à l'âge de 3 ans. Et vous voyez là l'apparition de la dysmorphie de façon progressive, d'avoir ce visage qui est infiltré et avec les hernies ombilicales. Et donc, c'est une patiente qu'on suit toujours au service, toujours il est ce traitement enzymatique substitutif. Donc, lorsqu'un enfant qui fait des infections à répétition, vous avez l'hernie ombilicale, vous pensez que probablement, vous pensez qu'il a une maladie, vous faites une radio de poumon pour une atteinte pulmonaire, vous serez peut-être ramené à chercher des signes radiologiques qui vont peut-être vous laisser penser à ces mucopolysaccharidoses. On va voir une dysostose multiple, ça veut dire qu'il y a une atteinte osseuse qui est multiple avec des côtes qui sont élargies et avec un signe qui est pathognomonique de mucopolysaccharidose, c'est les vertèbres biconvexes ou bien vertèbres en rostre qu'on voit dans la radio de rachis de profil. C'est une déformation des corps vertébraux qui sont friables et on voit cette déformation, elle est typique, elle est spécifique d'une mucopolysaccharidose. On peut avoir aussi une altération des métacarpiennes et des phalanges qui sont courts et trapus. L'atteinte ophtalmologique, c'est une atteinte qui est très fréquente au cours de mucopolysaccharidose. On va voir l'atteinte des différentes tuniques, notamment la cornée avec une opacité cornéenne ou une dystrophie cornéenne qui va être responsable d'une photophobie progressive qui peut aller jusqu'à une cécité. On va voir cet enfant qui a comme un voile au niveau des yeux. Donc, c'est quelque chose, si vous trouvez cette opacité cornéenne, il faut penser à une mucopolysaccharidose. On peut avoir aussi un glaucome, si j'ai une infiltration du trabécum. C'est une maladie, donc c'est un signe qu'on peut trouver dans les formes modérées. On peut avoir aussi une atteinte rétinienne, voire même une cécité. L'atteinte cardiaque aussi, elle est constante au cours de mucopolysaccharidose. Elle fait toute la gravité de la maladie. C'est la première cause de mortalité, c'est l'atteinte cardiaque. On va voir le premier signe, c'est un épaississement des valves aortiques et mitrales. Elle va être responsable d'une insuffisance aortique et mitrale. On peut avoir aussi une atteinte cardiaque, une myocardiopathie, un rétrécissement coronarien qui peut être responsable d'infarctus et une hypertension artérielle pulmonaire. L'atteinte du système nerveux central, elle est très fréquente au cours de la forme de Hurler, la forme sévère, la forme qui commence dans les premiers mois de vie. Et on va voir des troubles de langage, ça peut être une déficience intellectuelle d'intensité variable, elle est sévère dans la forme de Hurler, elle est modérée à minime dans la forme elle est presque nulle dans la forme de Shay. Entre les deux, les déficits intellectuels et donc ça peut être grave comme ça peut être moins grave en fonction des malades, puisque dans cette maladie-là des mucopolysaccharidoses, chaque cas il est unique. L'âge d'apparition des symptômes, l'ordre d'apparition des symptômes, la sévérité des symptômes et l'évolution de la symptôme, chaque cas il est particulier, donc il n'y a pas une évolution standard pour tous les enfants. Donc on peut avoir aussi une détérioration neurosensorielle avec une surdité et une acécité. Si on fait une radiographie, une IRM cérébrale, on a une hydrocéphalie, généralement elle est communicante. Une compression médulaire cervicale, si j'ai une infiltration de la moelle épinière et des corps vertébraux, ils peuvent être responsables de cette compression médulaire. On peut avoir aussi des anomalies de la substance blanche qui signent une déminimisation. Et généralement, on voit ces signes-là au cours de la forme grave, la maladie de Hurler. Aussi, il y a un signe pathognomonique qu'on trouve lorsqu'on fait des IRM chez ces enfants-là, c'est cet élargissement des espaces de verre chaud. On a l'impression, si vous voyez l'IRM, on va voir qu'il y a des trous. Et généralement, on les trouve donc, au cours de l'IRM, il est pathognomonique il faut penser à cette mucopolysaccharidose si vous trouvez ces élargissements des espaces périvasculaires.
L'atteinte ostéo-articulaire, c'est une atteinte qui est très handicapante. Elle est progressivement sévère. Elle fait... dans plusieurs cas, c'est l'atteinte articulaire qui fait le diagnostic, des formes modérées à des formes légères. Lorsque vous avez un flessum du genou, lorsque vous avez un flessum du coude, même s'il est isolé, il faut penser à une mucopolysaccharidose. Donc on va avoir une limitation précoce de la flexion des articulations du coude, du genou. On peut avoir aussi une atteinte métacarpophalangienne. On va voir apparaître de la main dite en griffe. Si vous avez ça, donc il faut penser toujours à la mucopolysaccharidose. On peut avoir aussi une dysplasie des chevilles avec une marche sur les pointes des pieds, une dysplasie de la hanche en coxa valga ou une dysplasie de hanche. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a cette gibbosité ou bien cette kyphoscoliose thoracolombaire. Et si j'ai une infiltration aussi des tendons, des ligaments, je peux avoir aussi une infiltration du nerf médian et je vais avoir le syndrome de canal carpien. Donc toujours, il faut penser à une mucopolysaccharidose si vous avez un syndrome de canal carpien chez un enfant. Ici, donc, un enfant qui a une maladie de Hurler et que vous voyez qu'il y a une limitation articulaire qui est très évidente au niveau du cou, au niveau des épaules. L'enfant ne peut pas même se coiffer. Vous voyez aussi la distension abdominale, l'hernie ombilicale. Donc, c'est tous les signes d'une maladie, les osomales de surcharge. Ici, il y avait une vidéo, mais je n'ai pas le temps pour la faire passer. Donc, aussi, donc, on a dit qu'on a l'atteinte otorhinolaryngologique avec des infections respiratoires récidivantes, des otites moyennes aiguës récidivantes, des sinusites récidivantes, un encombrement nasal avec une respiration bruyante et difficile, un syndrome d'apnée de sommeil, une mauvaise tolérance de l'anesthésie. Ce sont des enfants qui tolèrent mal l'anesthésie. Donc l'anesthésie doit se munir de beaucoup de précautions lorsqu'il anesthésie ses malades. C'est très difficile, c'est pas facile, à cause de l'étroitesse de la filière et aussi à cause du risque de compression médulaire. Donc c'est pas facile d'anesthésier ces enfants. L'atteinte pulmonaire aussi va se matérialiser par une diminution de l'ampliation thoracique, un syndrome respiratoire restrictif, des pneumopathies récidivantes et des pneumopathies interstitielles. L'atteinte gastro-intestinale, donc on va voir qu'il y a des hernies qui peuvent des hernies minimes comme voire modérées à sévères qu'on voit chez la fille et son frère qui ont une mucopolysaccharidose type 1 où vous voyez cette énorme hernie ombilicale. Et l'élément important, si on opère ces malades, ils vont récidiver. Donc la récidive, c'est un signe qui laisse penser qu'ils ont une mucopolysaccharidose. Donc ici, j'ai mis tous les signes cliniques qui sont polymorphes, qui sont multisystémiques, devant lesquels il faut penser à une mucopolysaccharidose. L'apparence, donc les signes ORL qu'on a détaillés, les signes gastro-intestinaux, ostéo-articulaires, l'atteinte pulmonaire, ophtalmologique, neurologique, l'atteinte cardiaque. Mais les éléments qui devront alerter pour faire le diagnostic le plus tôt possible, ce sont la dysmorphie faciale et le retard statural, les otites et sinusites à répétition, l'encombrement nasal, la respiration bruyante difficile, l'hypertrophie amygdalienne et adénoïdienne, la surdité, donc, mais elle est tardive un petit peu, les signes gastro-intestinaux, surtout la distension abdominale, l'hernie ombilicale, doit faire penser à la mucopolysaccharidose, en particulier type 1. L'atteinte ostéo-articulaire, que j'ai dit, la limitation articulaire, c'est un signe important, et peut être le seul signe d'une maladie de Shay. Donc il faut penser devant une limitation articulaire à une mucopolysaccharidose. Donc, et les dysostoses multiples sur les radiographies, donc, ils nous donnent une idée sur l'atteinte multisystémique de ces mucopolysaccharidoses. Le diagnostic, généralement, le dépistage se fait par le dosage quantitatif des gags urinaires avec excès des gags d'une manière générale sur les urines. Et si on veut spécifier, on va mettre le dosage qualitatif des gags. Il y a une augmentation de deux types de gags, l'héparine sulfate et la dermatine sulfate. Et la confirmation va se faire par le dosage de l'activité enzymatique de l'alpha-L-hydrogenase au niveau des leucocytes. Sinon, si on a la possibilité de faire la biologie moléculaire et chercher la mutation génétique, c'est un signe de confirmation de la maladie.
Sur le plan thérapeutique, le traitement il est symptomatique. Donc, vous voyez que c'est une maladie qui est multisystémique. Il y a plusieurs organes qui sont atteints. Donc, on peut être amené à donner des antibiotiques pour les infections, à traiter chirurgicalement les amygdales, les végétations, les otites, voire même poser une prothèse auditive, traiter chirurgicalement les hernies, orthopédiquement aussi, le canal carpien, la dysplasie odontopédienne, le genou valgus. L'ophtalmologue aussi peut traiter, corriger, correction optique des amyotropies. L'atteinte cardiaque aussi, on peut mettre des prothèses valvulaires. Et l'élément aussi important, il faut assurer une rééducation, une kinésithérapie qui est globale, psychomotricienne, orthophonique, avec un soutien psychologique de l'enfant et de sa famille. Le traitement curatif, il y a 2 traitements curatifs pour le moment, la greffe de moelle osseuse et le traitement enzymatique substitutif. Et le choix, il est en fonction du phénotype, en fonction de l'âge et en fonction de l'état neurologique de l'enfant. Sur le traitement enzymatique substitutif, c'est quoi? Il faut seulement apporter de façon exogène aux patients l'enzyme manquante. Et dans ce cas, c'est l'alpha-L-hydroronidase. Il y a un médicament qu'on utilise actuellement, le seul qui existe, c'est l'aronidase. C'est un médicament, quels sont ses avantages? Il permet une réduction significative de l'atteinte ORL, la réduction des apnées, hypopnées et la désaturation. Sur la tolérance de l'effort, il y a une augmentation de la distance parcourue à 6 minutes. Il y a une réduction presque totale de l'organomégalie. L'atteinte pulmonaire, l'amélioration, elle est tardive avec plusieurs semaines et années de traitement. Il y a une amélioration de la vitesse de croissance et de la courbe de croissance. Et surtout, l'élément important du traitement, c'est qu'il y a une amélioration de la qualité de vie. Malheureusement, il n'a pas que des avantages, il a beaucoup d'inconvénients aussi. Le traitement enzymatique substitutif ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, donc on va avoir une amélioration de l'atteinte neurologique. Il n'y a pas d'amélioration objective des opacités cornéennes, l'évolution progressive de l'atteinte valvulaire, et puisqu'il y a une mauvaise pénétrance dans l'os, donc aussi l'atteinte osseuse, elle n'est pas traitée de façon certaine. Et aussi, on peut, puisqu'on donne un traitement exogène, on peut avoir une libération d'anticorps anti-enzymes. Il y a des effets secondaires, mais l'élément limitant, c'est le coût de ce médicament qui est trop cher. La greffe de moelle osseuse, le principe, c'est administrer par voie intraveineuse des cellules souches hématopoïétiques. Des cellules vont être injectées et deviennent une source de production de l'enzyme manquante, non seulement au niveau de la moelle, mais aussi au niveau du système nerveux central, par le biais des cellules microgliales. Aussi, donc, les avantages, il y a une prévention de la régression psychomotrice, il n'y a pas d'hépatosplénomégalie, il y a une normalisation de la dysmorphie, une réduction des infections respiratoires et de l'atteinte ORL, une amélioration de l'atteinte articulaire. Mais les limites de ce moyen thérapeutique, c'est que la mortalité et la morbidité ne sont pas négligeables, même avec la greffe de sang de cordon, et certaines manifestations cliniques continuent à évoluer malgré la greffe de moelle osseuse, notamment au niveau orthopédique, ophtalmologique, oculaire et neurologique. Donc l'indication essentielle de faire la greffe de moelle osseuse, c'est faire le diagnostic d'une mucopolysaccharidose type 1 avant l'âge de 2 ans et demi, avant l'apparition des signes neurologiques qui deviennent définitifs. Donc d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce. Je termine par un cas clinique rapidement. Donc, un enfant qui est né en 2008, qui a une consanguinité de premier degré, il n'y a pas de cas dans la fratrie. Et au cours des 4 premières années, il a fait des otites à répétition, des pneumopathies à répétition, renflement nocturne, stagnation spatio-pondérale, hernie ombilicale et inguinale. Il a vu plusieurs médecins qui l'ont traité de façon symptomatique. À l'âge de 4 ans, il a fait une amygdalectomie et une adénoïdectomie, et on n'a pas pensé encore au diagnostic. Il va présenter aussi une limitation articulaire. Il va présenter une dyspnée d'effort. Il va aller voir le cardiologue. Et on va l'hospitaliser parce qu'il a une dyspnée d'effort avec un syndrome dysmorphique. Et à l'examen, vous voyez cette dysmorphie faciale qui est évidente, avec ce dolichocéphalie, un faciès qui est infiltré, l'atteinte osseuse, la main en griffe. C'est beaucoup d'éléments que nous, normalement, on devrait faire le diagnostic trop tôt pour cet enfant. Il avait un retard spatio-pondéral à moins 3 déviations standards, déficience intellectuelle, il a une hépatomégalie, une splénomégalie et un souffle cardiaque.
Il a une hyperlordose lombaire, une limitation articulaire de toutes les articulations, les membres inférieurs en parenthèse, main en griffe, beaucoup d'éléments qui laissent penser au diagnostic. Et si on fait la radio, les dysostoses et les multiples, l'imagerie cérébrale, il y a cette dilatation périvasculaire des espaces de Virchow, l'hydrocéphalie, la macrocranie, aspect des vertèbres en roste. C'est un malade qui illustre cette maladie. Il a tous les signes de cette maladie, de cette mucopolysaccharidose. Le diagnostic a été poussé, donc on a fait l'examen ophtalmologique, il y a cette dystrophie cornéenne, il y a cette surdité, l'examen du corps, il y a cette dysplasie valvulaire, donc il a tous les signes cliniques d'une maladie de Hurler. Donc là, le diagnostic, il est là, mais il y a beaucoup de signes, mais malheureusement, donc, le dosage quantitatif des gags, il a montré une augmentation des gags, et l'électrophorèse a montré une augmentation de l'héparin et la dermatine sulfate. L'activité enzymatique, elle est nulle, le diagnostic, il est certain, c'est une MPS type 1. Et si on a le schéma que j'ai mis tout à l'heure, on a presque tous les signes d'une mucopolysaccharidose type 2. Donc l'élément important, il faut penser à cette maladie, penser devant une atteinte qui est multisystémique, une atteinte ORL et surtout les hernies ombilicales et inguinales, devant une hépatosplénomégalie, devant une régression psychomotrice, une dysmorphie faciale, des anomalies osseuses, puisque la précocité du traitement, elle a une valeur pronostique. Et je vous remercie. Merci, professeur Abelkacem Rachid, de cette présentation très complète de cette maladie mucopolysaccharidose type 1, une maladie lysosomale à laquelle il faut penser. Et bien sûr, elle a bien fait d'insister sur l'intérêt d'un diagnostic précoce au cours de la première année de vie, devant un gonflement chronique, devant des infections à répétition, etc., devant une hernie. Ces petits éléments cliniques, en principe, à ce moment-là, on doit penser au diagnostic et faire un diagnostic précoce. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir, qu'on peut proposer une greffe de cellules souches, proposer une enzymothérapie. C'est là où on peut un petit peu attaquer et prévenir l'atteinte neurocognitive de ces enfants-là. Donc nous avons quelques minutes pour discuter sur les conseils de Monsieur le Président. Donc je donne la parole immédiatement au professeur Madame Haj Khalif. Merci Madame Krioul. Merci Monsieur Abelkacem de présenter ces observations. Moi, ce que je voudrais dire aux pédiatres, c'est que pour 2 malades que j'ai eus, les parents ont fait 30 médecins avant d'arriver chez moi. Je dis bien 30 médecins. Quand même, tout à l'heure, la question, professeur Hida, tout à l'heure, l'ORL, je voyais l'ORL, les otites séromuqueuses. Ouais, il y a des enfants à qui on a enlevé la végétation la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, comme ce que disait Brad. La hernie ombilicale, première fois, deuxième fois, 3 récidives. Et ouais, quand même, on doit se poser des questions. Et il faut examiner les malades. Je ne dis pas que c'est toujours facile, le diagnostic de la mucopolysaccharidose. Tout dépend à quel âge l'enfant arrive. Mais il faut examiner les malades. Il a une otite séromuqueuse, il faut l'examiner. Il a un problème de... C'est qu'on arrive à un moment où la hernie, comme tu as montré des photos, est tellement importante que même si on donne un traitement, il va falloir, ce traitement d'abord est très coûteux. Monsieur Abelkacem est à l'aise parce que il est militaire. Vous êtes militaire. Mais je ne suis pas à l'aise. Hein? Je ne suis pas à l'aise. Non, vous êtes militaire. Oui. Et vous avez une tourma, vous avez... Non, mais il oui. y a un effort qui a été fait. Oui, très bien. Non, quand même, il faut souligner. Il y a un effort qui a été fait par les responsables des forces armées royales pour prendre en charge ces enfants. C'est quand même extraordinaire. Vous êtes à l'aise, beaucoup plus que moi, beaucoup plus que d'autres, et ainsi de suite. Donc, l'otite séromuqueuse, les végétations qui se répètent, la herniata qui se répète, examinez, même si vous avez une spécialité en ORL, même si vous... Et l'orthopédiste, le lien orthopédique, un orthopédiste et il passe chez l'orthopédiste. Donc, ayez la vision vigilante et surtout le réflexe. Voilà, moi c'est le message que je voudrais vous transmettre. Voilà, merci beaucoup. Donc je remercie, puisque vous avez dit ça, donc il faut que je remercie notre chef de service, professeur Agadir, qui a fait beaucoup de choses pour ces malades, pour avoir le traitement de ces maladies métaboliques. Donc c'est quelque chose que on est déçu. J'ai ce malade parce qu'on fait des diagnostics tardivement. Si on fait le diagnostic à l'âge de 13 ans, 12 ans, c'est frustrant.
Si on fait le diagnostic tôt, c'est très bien. Donc, on peut améliorer la qualité de vie de ces enfants et tout ça. Donc, c'est ça. Notre but, c'est de faire le diagnostic précocement. Donc, la discussion est très intéressante.